Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour ce troisième épisode des Gask Insight. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Benjamin Butel. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric, Comment vas-tu? ça va bien toi? Ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots? Ouais, moi c'est Benjamin Butel, ça fait maintenant presque un peu plus de 15 ans que je fais du test logiciel. Actuellement je suis coach test chez Klaxoon depuis 3 ans et je contribue assez activement à la communauté test à travers le ministère testing sur Rennes et au niveau France, parce qu'avec le confinement on s'est un peu tous regroupés et on essaie d'apporter Oui, du contenu online durant cette période. Cette année j'ai rejoint aussi le comité d'organisation de la Paris Test Conf, donc pour cette troisième édition. Donc voilà, j'essaie d'apporter ma vision du métier, de son évolution, aussi à travers la terre du testeur. Même ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'article, mais voilà, j'essaie d'apporter ma contribution. d'accord, super. Ben écoute, merci pour cette présentation. Alors aujourd'hui, tu es ici avec nous pour traiter d'un sujet bien particulier, puisque c'est la mort du cas de test en agilité, mythe ou réalité. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Écoute, je te laisse débuter sur ce sujet et puis je te poserai quelques questions pendant ta présentation. Oui, merci Eric. Effectivement, ce sujet du cas de test en agilité peut soulever pas mal d'interrogations. J'ai choisi un titre un peu choc volontairement. Mais en fait, moi je me suis déjà retrouvé dans mon passé à me poser des questions de pourquoi je faisais des cas de test, pourquoi j'écrivais des cas de test, avec un sentiment des fois de subir cette activité derrière. Et depuis que je suis en contexte agile, notamment chez Klaxoon depuis un peu plus de 3 ans, on travaille nous différemment et cette logique d'écriture de cas de test est beaucoup plus light, beaucoup plus simpliste. Donc on peut se poser la question de est-ce que le cas de test finalement a encore sa place en agilité? Et en regardant un peu la littérature, essentiellement anglo-saxonne d'ailleurs, ce sujet revient souvent en fait sur la table. En agilité, on a tendance à réduire finalement la logique de test à test exploratoire, test automatisé. Mhm. Finalement, on retrouve un peu ces deux grandes notions-là. Et la notion de cas test au sens ISTQB, quand on prend sa définition première, on la retrouve pas forcément finalement, que ce soit dans les articles ou dans les différentes conférences. Donc on peut se poser cette question de il devient quoi finalement le cas de test? Il a toujours une pertinence. En agilité, on n'en fait plus du tout. Et c'est là où moi je pense que c'est beaucoup plus subtil, du coup, justement. L'agilité va challenger ça. Mais du coup, comment ça le challenge? Est-ce qu'on passe du coup avant à une méthode je devais écrire tous les cas de test avec toutes les étapes bien détaillées, vraiment la vision très granulaire du cas de test à je fais plus rien du tout. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé Oui. finalement. Peut-être un entre-deux à trouver. Exactement. Et c'est un peu ce que je voudrais développer un peu plus aujourd'hui avec mon expérience. Ça reste effectivement ma vision, une expérience donnée, hein, voilà, que je vais essayer de vous partager. D'accord, très bien. Ok. Donc c'est vrai que Benjamin, tu parles aussi de mort du cas de test et tu utilises aussi le terme de révolution. Mais alors, Oui, du coup, qu'est-ce que tu entends exactement par là? bah, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en agilité, euh, on va se retrouver à faire, par exemple, du test exploratoire. Est-ce que derrière le test exploratoire, finalement, il y a une notion de cas de test? On peut se poser cette question-là. Est-ce que derrière l'agilité, on oublie l'utilisation des ALM, par exemple? Est-ce que du coup, on retourne au mode ad hoc? On peut se poser ces questions-là. Donc, si on en vient à ne plus utiliser d'ALM, on pourrait se dire, bah oui, mais moi, on m'a toujours appris au niveau de TMMI et tout, si on n'a pas un minimum de cadrage et tout, on fait du ad hoc, c'est pas bien. Donc, on peut se poser la question de, est-ce que c'est pas la mort du cas de test? Moi, je préfère le voir différemment. Et ma vision, c'est plutôt de se dire que faut séparer le fond de la forme. Pour moi, le fond du cas de test, c'est ce que l'ISTQB met en avant à travers sa définition. Je trouve que ça représente bien justement le cas de test, à savoir de quoi il est composé euh, et à quel objectif il a finalement. C'est-à-dire apporter finalement un élément, une information sur une valeur, sur une fonctionnalité du produit, versus je n'utilise pas du tout du coup d'ALM
qui serait plutôt la forme. L'ALM, pour moi, c'est plutôt la forme. La manière dont je le rédige, ça peut être du Excel, ça peut être du DocWord, ça peut être donc du ALM classique, que ça soit du ALM poussé comme le bon vieux HPQC, ou des ALM un peu plus simplistes. Et finalement, ça, je préfère le voir comme de la forme. Et si on prend un peu de recul, on peut se dire que finalement, en agilité, quand je parle de charte exploratoire pour essayer de cadrer un petit peu mon test exploratoire, est-ce que finalement, on n'est pas en train d'être dans une forme du cas de test? Est-ce que finalement, ma finalité de cette charte, finalement, le fond, ne pourrait pas s'écrire de manière extrêmement classique par un scénario extrêmement scénarisé qu'on pourrait mettre dans un LM step by step comme avant, ou rédigé de manière complètement différente, mais pour atteindre le même objectif, dans une charte de test? Et puis, si on pousse jusqu'au bout, en agilité, on va retrouver notamment des formats d'écriture de type Gherkin qui vont plus aller vers de la documentation vivante. Finalement, pour moi, le Gherkin, c'est qu'une forme pour également atteindre le même objectif de fond. Le script automatisé, pareil, là encore une fois, ce n'est qu'une forme pour atteindre un même objectif de fond. Finalement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas en train de dire que c'est la mort du cas de test, mais finalement, on va l'adresser pour moi en agilité différemment dans sa forme. Et c'est cette forme-là qui, pour moi, va vraiment être différente selon les différents contextes. Du coup, pourquoi faire des cas de test si en agilité, la forme structurée n'a plus d'utilité? La forme structurée, je dirais pas qu'elle n'a plus d'utilité. Je pense qu'elle va être différente selon les contextes. L'agilité nous pose un vrai challenge, qui est le continuous testing, tiré par le continuous delivery, tiré par le continuous deployment. Clairement, si on se retrouve dans un challenge, et j'ai bien aimé une petite vidéo de Jean-Pierre Lambert qui date d'il y a quelques temps, où il se donne le challenge du one day delivery, délivrer une nouvelle fonctionnalité en un jour, c'est très challengeant. C'est très challengeant. Voilà, c'est très challengeant pour les équipes de production logicielle, les développeurs, mais c'est très challengeant aussi pour la partie pure testing. Comment en une journée, on se projette sur stratégie plan de test, conception cas de test, implémentation, exécution, reporting, ça peut être un peu stressant. Et c'est là où, justement, séparer le fond et la forme permettra de répondre correctement à ces enjeux-là, à mon sens. La vraie question qui se pose, en fait, c'est comment mon activité de test va contribuer à produire de la valeur, en fait, pour l'utilisateur final. Parce que n'oublions pas que l'agilité, un des prismes, c'est apporter de la valeur à l'utilisateur final. Et c'est comment toutes les activités qui s'articulent autour de cette production de valeur va permettre d'apporter la bonne valeur à l'utilisateur final. Et les activités de test, pour moi, ne dérogent pas à la règle, du coup. Et donc, le cas de test, dans son objectif premier, ne déroge pas à la règle. Comment mes cas de test, que ça soit sur une journée, une semaine, 15 jours ou un mois, comment cette activité de cas de test, de production de cas de test, va me permettre de produire de la valeur pour mon utilisateur final. Donc ça, c'est le premier volet, c'est vraiment la valeur produit. Obtenir du feedback rapidement, parce que c'est un des principes de l'agilité. Donc, comment mes cas de test vont pouvoir m'aider à obtenir du feedback rapidement. Mais aussi, comment ils vont m'aider à cadrer le risque, à mitiguer le risque. Puisque c'est pas parce que j'apporte une nouvelle valeur, c'est pas parce que cette valeur, elle est correctement faite, que finalement, je vais pas casser en fait complètement l'existant et c'est pas ce que je voulais. Donc, il y a vraiment cet ensemble-là à gérer. Du coup, et sur un challenge one day, c'est comment finalement la forme que va prendre mon cas de test va m'aider à atteindre cet objectif de production de valeur dans les délais qui me sont donnés. L'autre forme de valeur que je vois, qui va servir aussi la valeur produit, c'est la valeur projet. Ce que j'appelle la valeur projet, c'est comment les activités test, et particulièrement le cas de test, va aider à faciliter la production de valeur produit. L'équipe a une manière de travailler, et quels outils, comment elle cède, quel outillage elle utilise pour justement faciliter cette production de valeur. Et le cas de test peut être un outil qui peut faciliter cela. On parle beaucoup en agilité de documentation vivante. Justement, quelle forme on va utiliser dans un contexte donné pour qu'on ait une documentation vivante du produit et donc faciliter justement la gestion des risques, l'analyse d'impact, la gestion des risques et qu'est-ce que je dois éventuellement réexplorer si je fais de l'exploratoire dans le produit pour ne pas régresser. On va également avoir la facilité de monter en compétences. Parce qu'une équipe, on sait très bien, même les équipes les plus soudées, à un moment donné, il y a des gens qui décident de dire je vais vers d'autres occupations, autre chose, parce que c'est la vie professionnelle. Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre sur une équipe. Comment on facilite les montées en compétences? Là encore, la forme que va prendre le cas de test
doivent faciliter finalement l'intégration d'une nouvelle personne dans l'équipe. Toujours dans une logique justement d'être le plus rapidement possible opérationnel pour se concentrer sur la production de valeur, justement. Et puis, il y a des contextes projets, ne l'oublions pas, l'agilité n'enlève pas ces aspects-là, où il y a des exigences réglementaires et des exigences contractuelles. Il ne faut pas l'oublier. On a beau avoir le plus beau produit du monde, le produit le mieux construit du monde, s'il doit passer par un tampon réglementaire, par un tampon législatif, et si pour avoir ce tampon, il faut produire tout un ensemble de choses derrière, que ce soit des preuves, des documents ou autres, et l'agilité ne changera rien à cette obligation-là. Il va falloir le produire. Et comment mon activité de test et comment mes cas de test vont contribuer à faciliter finalement le passage de ces besoins réglementaires. Et quand c'est du contractuel, on peut ne pas être d'accord avec ce qui a été mis dans le contrat, mais en attendant, il y a un contrat qui a été passé en deux parties. On peut éventuellement se mettre d'accord pour dire non, c'est too much et c'est peut-être pas pertinent, il y a peut-être d'autres leviers d'optimisation, mais si le contrat dit je m'attends à avoir ceci, un cahier de test, ce que vous voulez, comment la forme que je vais utiliser pour traiter mes cas de test va aider à contribuer à ça. Et tout ça a pour objectif d'optimiser finalement l'activité de production de la partie testing. Puisque plus on passera de temps à répondre à ces questions-là, moins on passera de temps peut-être à tester le produit. Mais dans certains cas, ça sera tout à fait légitime en fait de passer peut-être un temps certain sur cet aspect de pure documentation, plutôt que déficit de passer un peu plus de temps sur comment j'évalue le produit. Et dans d'autres cas, ça sera too much en fait. Donc, trouver la bonne balance n'est pas forcément si simple. D'accord, ok. Mais alors du coup, permets-moi de te reposer la question. Pourquoi parler de révolution par rapport à tout ça ? Parce que je pense que pendant très longtemps, le test a été... Je pense que le test, les activités de test se changent. Il y a eu la période où on faisait du test en mode pur ad hoc. Donc, je dirais il y a peut-être un peu plus de 20 ans, 20-30 ans. Donc, pareil, dans les méthodes de toute façon de développement logiciel, on est très waterfall, mais le test n'était pas forcément présent. En tout cas, pas tel qu'on le connaît. Puis, il y a eu une forme d'industrialisation du test et l'ISTQB a énormément contribué à cela, justement, avec tout un ensemble de méthodes, de processus, de cadrage. Et puis, les méthodes agiles, même si elles ne sont pas d'hier, parce que je crois que le manifeste, c'est 12 ou 13 ans de mémoire. Bon, bref, ça date pas d'hier. Sont beaucoup plus sur le devant de la scène aujourd'hui, justement, pour des objectifs de time to market. Challenge complètement ça. Et intellectuellement, passer d'un mode très processé, d'un mode très cadré, à potentiellement un mode open bar, si je puis me permettre, ça peut être extrêmement compliqué, puisque la prise de recul que ça va nécessiter et l'appropriation du contexte pour y mettre le bon degré, justement, dans les activités de test, est vraiment compliqué. Et c'est en ça que je parle de révolution, puisque les gens vont devoir se réinventer, en fait. Pour moi, l'agilité pousse les testeurs à se réinventer. Et je dirais que même chaque nouveau contexte, qu'il soit agile, pseudo-agile ou encore très processé, va, avec tout ce qui existe aujourd'hui, avec tout l'outillage et toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, va obliger finalement les testeurs à prendre un recul qu'ils ne prenaient peut-être pas il y a encore 10 ans ou 15 ans. Parce que c'était la facilité de suivre le process, c'était extrêmement normé. L'agilité pousse à une prise de recul qui n'est pas si simple. C'est en ça que je parle de révolution du cas de test, parce qu'il est toujours là. Pour moi, le fond du cas de test reste extrêmement important. L'activité de conception reste extrêmement importante, parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'aller au bon endroit, au bon moment sur le produit. Par contre, sa forme va aussi jouer un rôle important sur comment, finalement, je contribue à la production de valeur dans le timing qui m'est donné. Et là, il y a du vrai challenge, finalement. Donc, voilà. Et si on prend encore un peu plus de recul, finalement, tout ça, ça pose la question de dogmatisme versus pragmatisme. J'ai souvent entendu dire que l'agilité, il faut être pragmatique. Oui, c'est vrai, il y a une forme de pragmatisme dans l'agilité. Mais le but, c'est pas non plus de dire je suis tellement pragmatique que finalement, je m'assois sur tout et puis je vais à l'essentiel. Non, il y a une vraie prise de recul et finalement, on l'a dit un peu au tout début, mais l'équilibre entre la dose de dogmatisme et la dose de pragmatisme à mettre en œuvre est extrêmement compliqué. C'est un exercice qui est vraiment loin d'être facile,
et qui demandent effectivement une prise de recul. Et les cas de test ne dérogent pas à la règle. La forme que va prendre le cas de test ne va pas déroger à la règle. Et ce que je perçois, moi, c'est de me dire que dans un projet agile, où on décide de ne plus du tout faire d'ALM, par exemple, mais qu'on a encore des contraintes réglementaires, je pense qu'on prend un vrai risque de peiner à produire les preuves, de peiner à produire la bonne documentation pour les aspects réglementaires si on n'est pas un minimum outillé. Si on est en mode pur ad hoc, ça me paraît compliqué. Les chartes de test, il faut voir aussi comment elles sont rédigées. Est-ce que le contenu des chartes de test répond aux exigences réglementaires? Selon comment on va les rédiger, pas forcément. Donc, il y a un vrai exercice là de prise de recul. Et inversement, je pense qu'il y a des contextes agiles, ou qui se disent agiles, qui essayent en tout cas d'aller vers une forme d'agilité et qui continuent à utiliser des outillages très normés, très processés. Et là, peut-être que c'est trop, en fait. Peut-être que l'outil, finalement, freine plus qu'il n'apporte de la valeur. Donc, il va y avoir vraiment une réflexion par rapport à ça. Et c'est en ça aussi que je parle de révolution. Pour exemple, nous, à Klaxon, on n'a pas d'ALM. Clairement, on l'assume. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a un mode de fonctionnement qui est en pur management visuel. Tout passe par du management visuel, quasiment. Que ça soit la stratégie, plan de test, qu'est-ce que l'on veut tester, le reporting. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour nous, ça fonctionne dans notre contexte. Dans mon passé, j'ai eu affaire, moi, à des besoins réglementaires, notamment sur des aspects purs médicaux. Notre façon de fonctionner telle qu'on le fait aujourd'hui chez Klaxon ne pourrait pas fonctionner en l'état pour répondre aux enjeux réglementaires. Il y aurait forcément de l'adaptation. Et c'est en ça que je pense que chaque contexte doit prendre avec pas mal de recul finalement sur comment ils adaptent finalement la forme que va prendre le cas de test. Mais par contre, le fond, pour moi, reste. C'est extrêmement important de garder cette réflexion de conception, vraiment ce travail de conception. Donc en agilité, il va plutôt se faire de manière à travers les Tres Amigos, tous les outils de type example mapping, future mapping et autres qui vont permettre vraiment de descendre plus loin dans la granularité, vont contribuer à aider à la conception et à définir ce fond. Et ensuite, il va falloir travailler la forme pour que elle matche à l'équipe, qu'elle matche au projet et qu'elle apporte la bonne valeur. Voilà, c'est ça. Et ça va être ça la difficulté. Pour moi, pour les testeurs, justement, c'est vraiment de trouver le juste équilibre. Et ce juste équilibre, d'ailleurs, il est fluctuant parce que c'est pas parce que on a trouvé un équilibre à un instant T que cet équilibre va perdurer comme ça, voire peut-être pendant quelques mois. Mais à un moment donné, l'équipe peut grossir, le produit peut grossir, de nouveaux enjeux peuvent arriver. Et faut pas hésiter à prendre le bon recul pour réadapter. À un moment donné, peut-être qu'une équipe qui n'utilisait pas d'ALM était plutôt dans quelque chose de très pragmatique, va se dire, oui, mais là, il va falloir peut-être qu'on commence à structurer un peu différemment les choses, et on va y aller. Et inversement, d'autres équipes vont dire, oui, mais en fait, là, on était dans un mode très rigide, donc l'ALM avait du sens. Là, maintenant, on est dans un rythme qui fait que ça nous pénalise. Peut-être qu'il va falloir, peut-être pas l'abandonner, mais le travailler différemment, peut-être être plus light dans la LM, voilà, à chaque équipe de trouver le bon degré d'utilisation, mais c'est en ça que je parle de révolution du cas de test. Je pense qu'on n'est plus vraiment dans ce côté très processé systématiquement, mais on va être au contraire dans une adaptation systématique et continuelle de l'approche. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Benjamin pour ton intervention, c'était vraiment très intéressant et très complet. Merci. Quelque chose à rajouter ou on a fait le tour du sujet? Sur le sujet, on a fait le tour. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, ils pourront venir me voir à la JFTL. J'y serai présent. Donc, ils pourront venir me poser des questions. Et puis, je présente également un sujet avec mon collègue sur l'example mapping. Donc, s'ils veulent découvrir ce qu'est l'example mapping, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir le 14 septembre prochain. Eh bien, très bien. Et nous serons aussi présents, si vous voulez venir nous voir sur le stand du GASC, donc le 14 septembre à la JFTL. Encore une fois, merci beaucoup Benjamin. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du GASC Insight. À bientôt. Au revoir. C'est bon.